Extérieure nuit. Quelques taches de peinture constellent une âme sombre. Ciel étoilé, imagination. Quand j'étais enfant, mon père me disait toujours « Si tu veux mieux voir, ferme les yeux ». Alors je fermais les yeux pour inventer un monde, le mien. Les années ont passé, le noir ne me suffisait plus. Je suis parti voir le monde et j'ai rapporté des milliers d'images. Je suis devenu cinéaste. Et puis Anna est arrivée en pleine nuit, comme un soleil, comme un nouvel espoir pour la suite du monde. Mais quel monde! J'ai eu peur pour la première fois de ma vie. Comment faire à présent? Comment faire encore mon métier, réaliser des films, mener cette vie de saltimbanque? Comment faire pour tourner autour de la Terre quand la Terre vous rend les choses de plus en plus compliquées? Comment faire pour rester digne d'elle? Et ces mots de ma mère qui me revenaient encore et toujours comme un reproche. Maintenant, il serait temps de faire un vrai métier. Un vrai métier. Archives, extraits de films, flashback sur une sorte de vie. Ça fait plus de 15 ans que je voyage un peu partout pour donner ma vision du monde, mon regard sur la vie, et essayer de partager ce regard aux autres. Poser des questions, rester curieux, s'intéresser au monde, faire son inventaire. Semer la pagaille de temps à autre quand tout semble bien établi, et puis défendre encore et toujours cette idée de liberté, d'égalité, de fraternité, et d'anarchie aussi. Faire des films, faire l'artiste comme ils disent dans mon village, rester enfant en réalité. Pourquoi ne serait-ce pas un vrai métier? Et d'abord, c'est quoi un vrai métier? Je voudrais qu'Anna puisse voir, quand elle sera grande, un film où l'on s'inquiète un peu du sort que l'on réserve à ces artistes. Dans les villes, dans les villages, ils sont là, connus, reconnus, inconnus. Peut-être faudrait-il les écouter? Pourquoi font-ils si peur à la société et à ma mère avec ses éternelles questions? C'est quoi un artiste? À quoi ça sert? Peut-on vivre de son art? Atelier, intérieur jour, un homme peint. Mélange de couleurs pour les yeux. Mélange de sentiments pour le cœur. Un vrai travail. Donc ça fait 45 ans que je peins et que j'ai réussi l'exploit de vivre de ma peinture. Et je pense que là, c'est vraiment un exploit parce que peu de gens y arrivent. Je suis un espèce d'explorateur, je suis un découvreur qui va de toile en toile et qui découvre et qui à chaque fois a l'espoir de découvrir le paradis, quoi. La peinture me fait vivre. Elle alimente mon désir de vie. Puisque l'insatisfaction, quand une toile est terminée, comme je dis toujours, il y a 2-3 minutes de bonheur parce qu'elle est belle, elle me plaît, elle correspond à certaines choses. Ce moment passé, l'autre toile, elle est là. Et donc celle-là, elle m'aide à vivre parce que j'ai absolument envie de la faire. Et si je ne la fais pas, effectivement, je perds la vie. Je pense qu'on ne naît pas artiste, mais qu'on le devient par sensibilité, par révolte, par passion. Je pense que tout dépend de l'environnement, de l'éducation. Et donc c'est un éternel travail, après que vous avez décidé de commencer ce genre de carrière, c'est un éternel travail de remise en question, d'angoisse, de plaisir. L'artiste doit aller au-delà de lui-même. Qu'il fasse des beaux paysages ou qu'il fasse des portraits ou qu'il fasse une peinture engagée, l'artiste doit être en colère. Il doit être en colère contre lui-même et la colère est un moteur. Autre atelier, intérieur jour. Une femme peint une certaine idée de l'homme.
Le sujet général dans mon travail, c'est l'être humain, puisqu'il y a beaucoup de portraits, beaucoup de travail sur le corps. Ce qui m'intéresse aussi, moi, c'est la patine des choses, tout ce qui a un vécu, quoi. C'est une autre beauté qui est beaucoup plus réelle, plus juste aussi. Je cherche quelquefois à traduire l'état intérieur, c'est plutôt l'âme des choses et des gens, plutôt que simplement des traits physiques et tout ça, quoi. Enfin, moi, je me suis jamais posé comme devoir de faire passer un message. Moi, j'exprime ce que j'ai envie de cracher, entre guillemets, quoi, sur la toile ou dans une sculpture. Je travaille beaucoup aussi sur la spontanéité, en peinture, sur l'accident, sur des choses qui sont provoquées comme ça, qui ne sont pas forcément décidées ou maîtrisées au départ, quoi. Et il peut m'arriver tout à fait, sur une toile, de changer complètement. Selon ce qui se passe, tout d'un coup, il y a autre chose qui va naître et qu'on va avoir envie de pousser plus ou moins. C'est aussi des choses qui sont là, plus ou moins fort de temps en temps ou pas. Il y a aussi des moments où on bute, où ça ne marche pas, et ça, on en parle peu, mais ça existe aussi. Je sais pas, moi, j'explique pas tout, hein. D'ailleurs, je crois que si j'expliquais, j'arrêterais de peindre, quoi. Si je savais exactement à quoi ça tient, on aurait résolu. Je crois que le propre des peintres, c'est justement de ne jamais résoudre ce qui les anime, et puis c'est pour ça qu'ils continuent à chercher. C'est une sorte de recherche, en réalité. Quand j'ai commencé à faire des films, je me voyais chanceux de faire ce métier que j'avais choisi. Heureux de ne pas aller au bureau ou à l'usine. Je me sentais libre de pensée, de parole, d'expression. Libre de vivre ma vie comme je l'entendais. Rempli de voyages et de rencontres. Avec dans le cœur les mots de Rimbaud et les images de Tarkovsky, toujours. Cette liberté, j'ai appris à en payer le prix fort. Mais je ne voulais pas perdre ma vie à tenter de la gagner. Même si aujourd'hui je l'affirme haut et fort, cela aurait été bien plus simple de suivre les traces toutes faites d'un monde et d'une société qui se méfie tant du souffle de la liberté. Im Frühjahr sind Knospen geboren. Im Sommer ist die Sonne froh. Im Herbst. Musicien, je le suis depuis l'âge de 13 ans. Un musicien en tant que professionnel, c'est-à-dire au moment où j'ai décidé d'en faire mon métier, je le suis depuis 1975. Alors pourquoi je suis rentré dans le métier? J'y suis rentré avec une idée forte, ça c'est clair, une envie artistique, et qui était celle de la promotion de la musique traditionnelle alsacienne. On vit toujours encore dans une vision de l'artiste héritée du 19e siècle bourgeois, c'est-à-dire ça reste ou l'artiste maudit ou l'être exceptionnel à talent. C'est très commode, comme ça nous met de côté. Et ça extrait les artistes de la société et ça permet de dire ce n'est pas un travailleur comme un autre. Or, c'est à la fois un métier comme les autres et c'est un métier complètement différent des autres. Mais ça reste un métier et il faut pas qu'on l'oublie. Il y a des artistes qui travaillent un peu comme des fonctionnaires atelier, 8h midi, 2h, 6h, c'est pas du tout mon cas. Moi je travaille plus avec cette notion d'urgence. J'adore avoir des échéances qui me paraissent impossibles, parce que c'est là que je travaille le mieux, quoi. Donc les périodes fastes, c'est quand il y a des projets, quand il y a un avenir, une perspective d'avenir. Les périodes plus dures, c'est quand tout d'un coup il y en a eu. On se rend compte qu'il n'y a pas de projet à court terme, qu'il faut continuer sa voie, quoi. Avec tous les problèmes financiers aussi que ça peut supposer. Mais j'en discutais avec des amis un jour, et il y a un monsieur qui s'est présent qui me dit « Ah, c'est un choix ». Donc, derrière cette phrase, c'est un choix, moi j'entendais tout ce truc de si ça marche pas, t'as qu'à aller bosser, les artistes tous des feignants, ils se lèvent à midi, ils bossent pas et tout. Bon, là, ça je peux démentir parce que je crois qu'on travaille beaucoup, que ce soit compté en heures, en nuit, en jour, peu importe. Moi, quelquefois, je suis en état de recherche, je me balade dans des salles de vente, des choses comme ça, parce que je travaille aussi à partir d'objets. Je considère que ça fait aussi partie du travail, quoi. C'est du temps passé, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément
dans l'atelier avec un pinceau ou un mode de terre ou un burin ou quoi que ce soit, 24 heures sur 24, quoi, voilà. Salle de théâtre, intérieur nuit. Une comédienne se glisse doucement dans la peau de son personnage. Avec tout le sérieux du monde, elle s'apprête à jouer. C'est vrai que souvent quand on dit qu'est-ce que tu fais dans la vie et qu'on répond je suis comédienne, les gens demandent non mais dans la vie, comme si c'était un loisir définitivement. Alors moi je pense que quand on fait du théâtre son métier, on ne peut que le faire complètement. Et voilà, c'est pas qu'un loisir. C'est sûr que c'est difficile pour les gens de comprendre que jouer au théâtre, on dit bien jouer au théâtre, c'est un métier. Ma première expérience de théâtre, c'était à 13 ans. Et puis j'y suis revenue comme une nécessité et vraiment un besoin. Y a plusieurs choses qui se passent quand je monte sur scène. C'est vrai que je me dis systématiquement que je suis profondément heureuse de pouvoir faire ça. Je le ressentais peut-être pas au début et en ce moment vraiment à chaque fois que je vais entrer, je me dis j'ai besoin de ça, j'aime ça. Le métier de comédienne, c'est pas seulement sur les planches, c'est tout le temps, pour plein de choses. Pour déjà la machine créative qui est tout le temps en route et aussi se dire il faut que j'appelle ça, il faut que le spectacle vive ça, et puis dans 2 ans il faut qu'il y ait ça, et puis il faut que j'ai ça dans le ventre, il faut que j'arrive à le sortir, à le mettre sur scène, et comment ça va se passer, est-ce que j'aurai les sous pour faire ça, et où est-ce que je vais aller, et voilà, et alors on se dit oh là là, il y a trop de choses, je vais pas y arriver, et puis on est aussi comédien, je trouve, tout le temps, ça s'appelle peut-être de la déformation professionnelle, parce qu'on est en observation, moi je suis quelqu'un, et je pense que c'est le cas de beaucoup de comédiens, en observation à longueur de temps, c'est-à-dire le sucre de ce métier-là aussi, c'est et peut-être des plus belles nourritures, c'est d'observer le monde. Oui, bon, forcément, ça irrite. Oui, je suis un peu une éponge. Les hommes, les femmes, les hybrides, enfin bref, chacun de mes partenaires veut s'installer dans ma vie comme un coq quand sa basse-cour. Vous imaginez? Alors, on finit toujours par parler fort, crier et puis se bousculer un peu, et la patience éteint aussi vite qu'elle était apparue. Je suis en ligne moralité judéo-chrétienne. C'est parfois dommage. Ou trop tôt. Pour moi, l'inspiration n'existe pas, ou très peu. L'inspiration ne vient que par le travail. Je le dis souvent, on ne se lève pas un matin et on a la toile du siècle dans la tête et on la fait dans la matinée ou dans la journée. C'est totalement faux. Ce qui fait que l'artiste, quand il fait son métier à fond, avec ce questionnement et ce doute très fort, est certainement un des personnages de notre société qui travaille le plus, puisque c'est 24 heures sur 24. Moi, je suis en vacances, je suis à une terrasse d'un café, l'inspiration continue. Je travaille le samedi, le dimanche, l'inspiration ou les idées me travaillent, le doute me poursuit, j'embête mes amis, j'embête ma femme, je suis invivable. Donc je travaille constamment. L'artiste est un des éléments de notre société qui travaille le plus. Dans mon village, tout est calme. Les gens jouent à la France qui se lève tôt. Pour ne pas avoir honte, j'imagine, ils courent après l'argent. Moi, mon métier, c'est de voir, de témoigner, de donner la parole aux autres, de préférence aux plus faibles, et surtout de ne pas me taire moi-même. Faire l'artiste, en quelque sorte, avec toujours cette fichue tête là-haut dans les nuages, dans l'éther des âmes. Et ce sacré vieux monde qui ne vous lâche pas d'une semelle et qui vous ramène toujours aux réalités les plus basses. Travailler plus pour gagner plus. Brillante perspective d'avenir. D'ici, je vois bien les nouvelles donnes de la société. Le pouvoir d'achat remplace le pouvoir de penser. Le porte-monnaie remplace le cœur. Doucement, sûrement, l'homme perd sa dignité, ce qui lui restait de sacré. Ce monde n'a d'intérêt que pour ce qui est monnayable, ce qui est marchand. Les artistes et leurs œuvres n'y échappent pas.
Hall d'exposition, intérieur jour, foire à l'art ou foire à l'argent? Le script ne précise pas. Question: que fait le peintre lacunaire dans ce monde plastique? C'est-à-dire c'est un retour en arrière. Là, j'avais fait beaucoup de foires dans ma jeunesse. Et du coup, maintenant, je me suis dit, refaisons de nouveau des foires. Voilà, alors c'est une foire souvenir, c'est une foire du renouveau aussi. Et puis, pour répondre vraiment à ta question, oui, qu'est-ce que je fous là aussi, quand même, quoi. On peut le penser. Parce que franchement, là, quand tu regardes tous ces stands, c'est une foire commerciale. Ah, complètement. Quand on regarde à gauche, à droite, quand on fait le tour sur nous-mêmes, c'est... Oui, mais c'est-à-dire la seule honnêteté ici, c'est que ça s'appelle foire. Donc, ce qui veut dire foire, c'est commercial, quoi. Là, de ce côté-là, personne ne triche, quoi. Tout le monde est là pour l'argent. Donc, Pas pour c'est l'art. clair. On peut mélanger, ça commence par les mêmes lettres. Mais, mais on peut mélanger les deux, effectivement. Mais l'espoir, c'est quand même l'argent. Au détour des couloirs feutrés de la foire, dans le mystère des œuvres, l'ancien délégué aux arts plastiques sous Jack Lang s'expose. Claude Charles Mollard se rapproche un peu plus de la condition d'artiste. Mon travail ici n'est pas rentable. Je paye de ma poche ce stand et je n'ai pas vendu assez d'œuvres pour payer le stand. Donc c'est grâce à mon salaire, donc à mon travail de salarié, que je peux financer mon travail artistique. Donc j'imagine très bien qu'un artiste qui n'a pas de salaire par ailleurs a des difficultés à vivre, c'est évident. Et donc d'ailleurs la plupart des artistes ont un second métier. Ils sont enseignants, ils sont bibliothécaires, libraires, ils font des petits boulots, ils font des grands boulots. Bon, chacun trouve le moyen de s'exprimer et de survivre. Et il y a très peu d'artistes, on estime qu'en France il y a 100 artistes plasticiens qui vivent de leur art. 100 artistes. Et il y en a 50 000 qui sont inscrits à la Maison des artistes. Donc vous voyez, la réalité de l'art, effectivement, elle est difficile. Elle est difficile. Et les artistes qui réussissent aujourd'hui, c'est malheureux à dire, mais c'est une réalité, sont des managers. Parce que le monde est ce qu'il est. Le monde étant ce qu'il est, tentative pour faire exister un spectacle, un monde, une vie. Petit studio, intérieur nuit, forte détermination. Allez, courage. Oui, bonjour, Anne-Laure Hagenmüller de la compagnie L'Indocile. J'aurais voulu savoir s'il était possible de parler à Monsieur Force. Anne-Laure Hagenmüller de la compagnie L'Indocile. J'avais déjà essayé d'appeler avant les vacances, mais vous m'aviez dit qu'il n'était pas là. Donc je réessaye maintenant en fait. Voilà, je voulais avoir un rendez-vous pour lui présenter un projet. Oui. Est-ce qu'il est possible que vous lui laissiez un mot pour le prévenir qu'on lui a écrit, qu'on l'a rappelé, on m'avait demandé de rappeler, que j'ai rappelé, qu'on m'avait demandé de rappeler plus tard, donc j'ai rappelé plus tard et que finalement il n'était pas là, donc je l'ai rappelé le lendemain et qu'il n'est toujours pas là. Peut-être que vous pouvez lui rappeler notre demande. Oui, mais je sais bien qu'on a beaucoup de compagnies en Alsace, mais enfin, il faut quand même tenter sa chance. Et puis je pense que c'est quand même possible de pouvoir, ne serait-ce que parler 5 minutes à quelqu'un, parce que c'est quand même notre travail, vous comprenez. Nous, c'est un peu difficile pour nous de s'entendre répondre ça à chaque fois. Voilà, moi je voudrais juste présenter le travail d'une compagnie et puis un projet, ce qui je pense est assez légitime de notre part.
Alors dites-moi quand est-ce que je peux le rappeler pour être sûre de l'avoir. Clou, d'abord, a été pensé pendant plus d'1 an. Ce spectacle, il parle de femmes, voilà, d'une femme qui va s'endormir et qui va se réinventer dans des personnages qui tous nous bousculent, nous brusquent un petit peu parce qu'ils s'incarnent dans des excès. C'est peut-être un spectacle qui est un peu du poil à gratter. Beaucoup de logiques de directeurs de salle vont dans la direction peut-être d'offrir au public des spectacles qui sont là pour divertir, pour passer un bon moment, qui s'assimileraient à allumer la télé, regarder la télé, un truc agréable, et puis à éteindre la télé. Donc là-dedans, faire une place avec des spectacles qui essayent de proposer autre chose, oui, c'est difficile. Incompréhension, différence de point de vue. Il m'a fallu des semaines de combat pour que ces images restent à leur place dans un de mes films. La question qui se posait était bel et bien celui de la censure, et au-delà de cela, de ce que l'on pense que le public est capable ou non de recevoir. Oui, on pense à la place des gens. C'est le grand défaut, le grand danger de la télévision, du marché, de la société de consommation en général. Pourtant, ces images ne sont qu'une réalité encore bien présente dans les campagnes roumaines. Les paysans tuent pour se nourrir. C'est un fait que nous avons bien sûr oublié depuis longtemps dans nos sociétés aseptisées où l'on délègue et où l'on cache ce genre de choses. Ces images dérangent et je le conçois, elles ne sont pas banales. Mais c'est le reflet d'une réalité. Ce plan qui véhicule la mort est en réalité un reflet de la vie dont j'ai témoigné le plus justement possible. Voir et pouvoir voir encore ce genre d'image permet à la vie d'exister. Interrogez-vous vraiment le jour où l'on pensera pour vous qu'il ne vous est plus possible de voir ce genre d'image. Pensée unique. La vraie mort, ce sera lorsque ceux qui décident et qui dirigent, c'est-à-dire les puissants, penseront entièrement et définitivement pour vous. La richesse de nos différences sera engloutie par l'indifférence de leur richesse. On voit poindre à gauche et à droite des idées comme quoi, on l'a vu dans la presse tout récemment, de la part d'un artiste peintre qui a affirmé clairement l'art est un business comme les autres. Alors c'est très grave parce que dire une phrase comme ça veut dire deux choses. À partir du moment où ça devient un business, ça cesse d'être une expression originale, parce que forcément, quand on fait du commerce avec ça, on va dans le sens de l'attente du public, ou en l'occurrence, là, c'est même plus le public, c'est le client. Donc, en fait, l'art cesse d'être de l'art quand il devient commerce. Ça ne devient plus qu'un artifice destiné à être un produit et à être vendu, et donc à être le plus lisse et le plus conforme possible au marché. Musée des Beaux-Arts, intérieur jour. Peintre, professeur de peinture, théoricien de l'art, un homme ouvre sa pensée au regard des toiles. À mon sens, une œuvre d'art ne peut pas être objet de décoration, ça ne peut pas être du mobilier urbain, ça ne peut pas être du divertissement, ça ne peut pas être simplement un objet marchand, même si c'est aussi un objet marchand. Le mot art, c'est un mot complètement galvaudé, quoi. Qui n'a pas fait un tableau, quoi. Tout le monde devient photographe, tout le monde tient une caméra. On est rentré dans quelque chose comme ça qui fait artistique, mais qui ne dit plus rien au bout du compte, quoi. Qui ne dérange plus, qui ouvre plus rien du tout, quoi. Ils ne prennent pas ce risque, ils ne mettent pas leur vie en danger pour produire quelque chose d'essentiel. Et j'ai comme l'impression que ça dérange à quelque part, quoi, qu'on aille gratter au niveau des questions essentielles et primitives, quoi. Qu'est-ce qu'on fait là? Quelle est notre part de responsabilité? Quelle est notre part de plaisir dans la vie? Ou à quoi avons-nous de quoi avons-nous à nous séparer, quoi? Quel est notre travail d'être humain sur Terre? Si ce travail n'est pas fait, on va forcément vers des choses graves. Femme
d'Orient, ton voile. J'avais écrit il y a quelques années une chanson qui s'appelle Femme d'Orient. Je m'adresse à une femme voilée. Je dis, voilà, c'est un héritage ancien et pour que le monde change, ce voile doit tomber. Et il m'est arrivé de chanter récemment dans un petit village avec des gens et j'ai eu en retour, tiens, telle chanson a fait grincer des dents. Alors je peux avoir deux solutions. Je suis dans une situation comme beaucoup d'autres de collègues où effectivement il y a beaucoup moins de boulot. Donc je peux dire, je vais m'en sortir, donc cette chanson, je vais la supprimer. Hein, je ne vais pas prendre le risque que quelqu'un dise non, on ne va pas le prendre parce qu'il chante des choses qui ne nous plaisent pas. Ou alors, je persiste et je m'expose en fait à ne pas avoir de boulot. Donc ça pose globalement la question de la démocratie. C'est sûr que si je voulais gagner super bien ma vie, je saurais ce qu'il faut faire, quoi. Il y a une forme de peinture qui se vend très bien, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère être fidèle à ce que j'ai envie d'exprimer, ce qui me parle et ce qui va parler à certains. Bon, c'est sûr que ça va peut-être pas toucher tout le monde, mais c'est important. Quand on s'engage dans cette voie-là, je crois qu'on ne met pas en avant le fait de faire quelque chose qui va être dans l'air du temps, qui va plaire, parce que plaire, c'est déjà être au milieu de la concession, quoi, en fait. Et je crois que si on essaye de rester authentique, on s'en fiche de ça, quoi. Alors, évidemment, il y a des gens qui vont dire oui, mais c'est dur, vous pourriez peut-être un peu aller vers des choses plus colorées, plus gaies, plus ceci, plus cela. Mais en réalité, on ne fait pas exprès, quoi. On dit ce qu'on a à dire et on le dit avec les moyens du bord. Voilà. Peu importe que ce soit galère ou pas. Intérieure nuit. Foire à l'argent contemporain et aux curiosités locales. Flou artistique ou la création à l'épreuve du pouvoir. Donc cette toile s'appelle Les Romains de la décadence et c'est un remake d'une toile qui est exposée au musée d'Orsay qui s'appelle justement Les Romains de la décadence. Donc moi je l'ai réactualisée pour montrer qu'on vit dans un monde stéréotypé où l'uniformisation est à la mode. Donc tout le monde devrait se ressembler, les femmes devraient avoir des gros seins et des longues jambes, les mecs devraient être hyper musclés. Donc on va vers des stéréotypes de pensée. Cette toile-ci, je n'ai aucun espoir de la vendre. C'est une toile qui, à mon avis, est invendable. Maintenant, il existe peut-être un acheteur dans le monde, mais celui-là, c'est pas encore que cette toile existe, quoi. Mais moi, je l'ai faite parce que l'artiste doit dire les choses qu'il a à dire, c'est tout. Il n'a pas besoin de se greffer, est-ce que c'est vendable ou pas. Parce que si on commence à créer en pensant à vendre, c'est foutu. Alors on peut ouvrir une épicerie, quoi. Et là, par exemple, cette toile, depuis que je l'ai exposée à Start, cette toile d'emblée a eu une histoire, puisque par le comité de direction, cette toile a été censurée pour le catalogue. Donc on m'a refusé que cette toile paraisse dans le catalogue. Pourquoi ? On m'a donné aucune raison, du moins aucune raison valable. On m'a dit qu'elle était trop violente et qu'elle était à tendance christique. Alors allez savoir ce que veut dire cette formule, je ne sais pas. En tous les cas, j'ai été très 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 étonné qu'au XXIe siècle, on peut avoir de telles réactions. J'ai du mal à comprendre parfois ce que les gens intelligents font de leur intelligence. Ce qui est art et ce qui ne l'est pas. Ce qui fait œuvre ou non, et cette confusion toujours entre création et récréation. Je pense à mon père, à ma mère, qui seraient effarés d'apprendre que voici de la culture. Leurs poules, leurs lapins, leurs vaches n'ont jamais rapporté autant au kilo. La culture, c'est bien plus fort que l'agriculture. Art ou cochon ? Je m'interroge. C'est quoi une œuvre ? Il me faut un spécialiste pour répondre à cette question. Un avocat qui en quelque sorte est à la culture ce que le vétérinaire est à l'agriculture. Je change de pays et vais là où tout est possible, où les œillères sont moindres, au pays de Magritte. Attention, ceci n'est pas le Mannequin Peace. D'un point de vue juridique, comme d'un autre point de vue d'ailleurs, il n'y a pas de définition de l'œuvre d'art. Si vous pouvez prendre toutes les lois
du monde, à ma connaissance, aucune ne définit l'œuvre. Les lois protègent les œuvres, mais ne les définissent pas. Dans le meilleur cas, vous aurez une énumération. On protège les œuvres littéraires, les œuvres musicales, les œuvres cinématographiques, etc. Mais on laissera le soin au juge de déterminer, dans un cas concret, si l'objet qu'on lui présente est une œuvre ou pas. Alors, la jurisprudence l'aide un peu. C'est-à-dire qu'avec le temps, on a mis au point on a développé un certain nombre de critères qui permettent au juge de se situer par rapport au problème. Il y en a qui sont peu importants pour notre discussion. Il faut que l'œuvre, pour être protégeable et donc être considérée comme une œuvre au plan du droit d'auteur, existe dans une forme perceptible. Bon. Il faut aussi, et ceci est plus intéressant, il faut qu'elle soit originale. En fait, on déplace le débat vers la question de l'originalité. Quand y a-t-il originalité? Il existe l'une ou l'autre définition de l'originalité. Celle qu'on emploie le plus souvent est à mon sens malheureuse. On dit qu'une œuvre est originale quand elle est le reflet de la personnalité de son auteur. Le problème, c'est que le reflet de quelque chose de pâle est en général assez pâle. Donc, on déplace à nouveau le débat vers qu'est-ce qui fait une personnalité créative ou digne d'être considérée comme auteur. Une autre définition se réfère au choix créatif. Il y aurait œuvre lorsqu'il y aurait choix créatif. On déplace à nouveau le problème sur la question de savoir ce qu'est un choix créatif. Quand y a-t-il choix d'abord? Quand ce choix est-il créatif? On se retrouve finalement dans une situation où un juge va devoir, par rapport à un objet déterminé, dire « oui, ceci est une œuvre protégeable, non, ceci n'en est pas une ». Il va bien entendu se référer à son intime conviction, à sa propre expérience, à sa propre culture, ce qui explique qu'on puisse avoir des jugements et des appréciations très différentes sur la question de savoir si on se trouve en face d'une œuvre ou pas. Alors prenons peut-être de façon théorique un exemple. Quand au début du XXe siècle, Malevich peint carré noir sur fond blanc, et puis un peu plus tard, carré blanc sur fond blanc, est-ce qu'il s'agit d'une œuvre? En général, dans ce genre de situation, vous avez un certain nombre de personnes qui disent « oui » et cette affirmation ne souffre pas de discussion. Et d'autres qui diront « non » et cette affirmation ne souffre pas non plus de discussion. Alors, pour comprendre pourquoi certains vous diront « oui » certains vous diront « non », j'aime bien la comparaison avec l'exemple suivant. Qu'est-ce que c'est qu'un tas de cailloux? Imaginons que nous avons devant nous un tas de cailloux. Chacun de nous sait ce qu'est un tas de cailloux. Mais essayons d'aller un peu plus loin dans la définition. Combien de cailloux faut-il pour faire un tas? Est-ce qu'il en faut 2? Est-ce qu'il en faut 200? Et à supposer qu'on ait pu trouver l'accord sur le nombre de cailloux qu'il faut pour construire un tas, que se passera-t-il si ces cailloux, nous les mettons en cercle sur la table? Et si du cercle nous construisons une pyramide, ce n'est pas non plus un tas de cailloux. La conclusion que je tire de cet exemple, c'est qu'en fait, il y a un tas de cailloux lorsque tout le monde est d'accord qu'effectivement, ce qu'on présente est un tas de cailloux. Deuxième conclusion, c'est que la forme est extrêmement importante. Le cercle de cailloux, la pyramide n'est pas un tas parce que le même nombre de cailloux qui pourraient former un tas a pris une autre forme. Et donc, dans le domaine artistique, je crois que la seule définition qu'on peut donner de l'œuvre, qu'elle soit œuvre d'art ou œuvre protégeable du point de vue du droit d'auteur, c'est que c'est l'œuvre sur laquelle tout le monde s'accorde, ou en tout cas une majorité s'accorde, pour considérer qu'il s'agit d'une œuvre d'art. Foire à l'argent privé ou place au fonds public? Le problème, c'est que pour dire ce qui fait œuvre, l'on s'accorde dans les salons culturels, parisiens de préférence, et on impose ensuite ce choix dans les villes de province, à des adjoints frileux sous-officiers préposés à la culture. L'art devient officiel, instrument d'un pouvoir toujours centralisé, un pouvoir élitiste. Des formes pour des formes, on fait de l'art pour l'art, sans forcément vouloir dire quelque chose ou partager une émotion. Pour moi, une œuvre d'art doit porter à la fois une entité esthétique et une vision du monde, quelque chose de révolutionnaire ou d'évolutionnaire. Mais quel monde se profile dans ces formes? Je m'interroge. Que vaut encore une société quand elle impose aux artistes la dictature d'une mode,
d'un marché? Et que valent ces artistes qui préfèrent la chaîne du chien bien nourri plutôt que la liberté du loup? Vous avez une puissance du marché qui s'est développée avec des cotes de plus en plus importantes, des investissements, des placements, une spéculation. Et l'artiste se trouve pris entre le champ de l'expression pure et simple et le champ de la spéculation, du marché, des pouvoirs publics, de la communication, de la production et de la diffusion finalement. Mais en même temps, on ne décide pas d'être ou de ne pas être artiste. Moi, je ne voulais pas être artiste, mais ça s'est imposé à moi. Et donc, c'est quelque chose qui vous tombe sur la tête et qui vous prend aux tripes et qui fait que le matin, vous vous levez, vous avez envie de faire des images. Vous avez envie de découvrir, de créer, de vous exprimer, de voir autre chose, de faire rêver les gens, de rêver vous-même. Ça vous prend. Donc, ça ne se raisonne pas. Je veux dire, ce sont les forces de l'étrange, ce sont les forces mystérieuses de l'inconscient qui vous poussent à ça. Et heureusement qu'elles existent, parce que le monde n'est pas un monde factuel où tout serait lisse, tout serait visible, tout serait rationnel. Nous sommes les porteurs de l'irrationnel dans un monde qui est trop rationnel. Voilà. Et donc, forcément, nous dérangeons. Nous sommes le poil à gratter de la société. L'artiste est indispensable à la société. Sans artiste, on pourrait presque dire qu'il n'y aurait pas de civilisation. On pense que l'artiste est quelque chose comme ça, qui vit dans une société, parfois presque parasite, justement, avec cette image de type qui fout rien et qui un peu sème la pagaille. L'artiste, quoi qu'il fasse, s'il le fait honnêtement, est à être pris en compte. Même si c'est quelque part du foutage de gueule. Les actes les plus fous ou les plus cons doivent être pris en compte. Il ne faut pas les répéter, il ne faut pas que ça devienne une mode, mais il faut que les gens restent curieux. Et donc curieux, ça veut aussi dire d'être intelligent, il faut que les gens restent curieux. Et curieux de tout. Pourquoi est-ce qu'un homme, par exemple, ou une femme, ose montrer ça? Pourquoi? C'est la curiosité. Donc même les gens qui n'ont pas, soi-disant, de culture ou qui sont complètement bouffés par les médias et le bourrage de crâne qu'offre notre société, doivent rester curieux. Bien, on va aller voir. Voilà, donc ça, tu sais, c'est ces fameux travails de commande là pour le mécène où je travaille sur des animaux. Ah oui. Et ça fait dans quelques années que ça dure, donc là, on est en train de bosser sur. Tu es en train de travailler là-dessus, oui. Ouais, ouais. Et ça, c'est donc celle que tu sais que j'avais montrée à Start. À Start, oui, oui. Et puis qui avait donc été refusée au catalogue. Oui, 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 oui. Et donc ça m'avait vraiment intrigué parce que. Et est-ce que toi, tu vois une raison quelconque d'un refus? Ah non, je ne le comprends pas bien. Ah, oui, je ne le comprends pas bien du tout. Je crois que le champ de l'art, c'est de la proposition. C'est là, on y vient, on a le temps d'y venir aussi. Et on n'est pas obligé d'y adhérer tout de suite. On n'est pas obligé d'adhérer à tout non plus. On peut résister aussi à certaines formes d'œuvres. Ça ne veut pas dire qu'on va résister tout le temps, quoi. Alors, il y a des choses qui tiendront dans le temps, d'autres pas. Et je crois qu'il y a aussi résistance de la part du public, quoi. Il y a un public qui veut rester à son imagerie kitsch, à ces petites images nostalgiques aussi, le bouquet de fleurs. C'est plutôt l'objet qui est là pour rassurer, qu'on a chez soi et qui rassure au bout du compte, quoi. C'est pas perçu comme une aventure. Ce que le grand public refuse le plus quand même, c'est l'art contemporain. Je veux dire, il est prêt à accepter des nouveaux médicaments qui peuvent faire des dégâts, il est prêt à accepter d'aller sur la Lune, il acceptera des formes de voitures extravagantes. Donc le grand public accepte assez facilement ce qu'on peut appeler le progrès ou le changement, mais en culture, il a des résistances énormes, quoi. Comme tu dis. Absolument, oui. Qu'est-ce qui est de l'art, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est objet consumériste pour l'univers de la culture. Bien sûr,
La question est ouverte. Enfin, pour moi, l'art, c'est un acte de séparation avec le monde connu. C'est fabriquer un regard inédit, quelque chose d'autre qu'on ne fréquente pas habituellement, quoi. Voilà. Un artiste, c'est quelqu'un qui donne un coup de pied dans la poussière du monde, quoi. Le script précise: ne pas oublier de chercher la définition du mot artiste dans le dictionnaire pour compléter et faire sérieux. Pour le dictionnaire, l'artiste, c'est d'abord quelqu'un qui pratique un métier, une technique difficile, un peu comme un artisan. Curieusement, les premiers exemples donnés concernent l'art capillaire et l'art culinaire. Tout un symbole dans un monde qui donne plus d'importance à son ventre qu'à son âme. Si dans notre société de pousseurs de caddies, les cuisiniers sont devenus des artistes, c'est que nos ventres sont des galeries d'art. C'est seulement plus loin que l'on parle de gens qui pratiquent un art, de créateurs d'une œuvre d'art, en citant un Baudelaire un peu timide, des artistes, c'est-à-dire des hommes qui se sont voués à l'expression de l'art, ou un Musset plutôt exalté, les grands artistes n'ont pas de patrie. Soit, mais ce n'est toujours pas une définition. Le peintre est un homme ou une femme alternatif. Voilà ce à quoi je crois. Par exemple, il y a quelque temps, il faisait mauvais. Il y avait du mauvais temps. Alors, il était impossible de sortir. Et en m'ennuyant chez moi, comme ça, je me suis mis à regarder par la fenêtre. Et je me suis dit, oui, quel sale temps, quoi. Et à un moment donné, j'ai regardé sur une branche qui était sur un arbre, et j'ai repéré un gris. Et j'ai dit, mais ce gris est extraordinaire. Et à partir de là, bien sûr, pour moi, le temps était devenu très beau, quoi. Parce que il y avait ce gris qui avait éclairé ma journée, quoi. Et je crois que la peinture, c'est ça. C'est cette espèce de mutation entre ce qu'on dit, c'est-à-dire ce qui fait partie du langage courant, de la codification dans laquelle nous sommes tous en tant qu'êtres parlants, et ce qu'on peut voir d'autre, et qui est tout aussi vrai. C'est entre deux, c'est la peinture, je crois. Et nous avons, en tant que peintres, à fabriquer cet autre regard, ce basculement de la chose qui est dite, qui est repérée comme étant finie, oui, il fait mauvais, et de voir autrement pour voir qu'il y a encore des alternatives, quoi. Un essaim d'hirondelles qui chamaillent et qui luttent, se mordillent les ailes en On a un mélange subtil de grande fragilité et de grande force à la fois. C'est-à-dire que je pense qu'on a toujours cet espoir de peut-être freiner la marche folle du monde l'espace d'un instant, et que ce qu'on crée puisse agir sur ce qui nous entoure, et observer le monde, le regarder, s'en servir, c'est avoir une espérance aussi. C'est pas que des regards pessimistes et désabusés du monde. On reprend le dernier couplet. Il y a une révolte, c'est sûr, de beaucoup de choses, mais c'est aussi l'espoir de stopper, d'essayer en tout cas de stopper le monde en marche, ouais. Par des mots, par de la poésie, par un instant, une communion avec des gens. Des fameux papillons, allumés par la lumière. Si moi je fais du théâtre, c'est bien pour parler à des gens et pas pour me regarder le nombril. Moi je pense que c'est quelque chose d'extrêmement précieux à l'heure actuelle, où on est dans un monde de zapettes, c'est-à-dire dès que ça nous plaît pas, on change. Moi je crois au fait que le théâtre, c'est aussi la possibilité de s'asseoir pendant un moment et peut-être d'entendre et de voir autrement que d'habitude. Ce qui me ferait peur dans ma vie de comédienne, c'est de plus jouer, tout simplement, de plus être sur scène. Je crois que c'est... Oui, j'ai peur aussi pour l'avenir du théâtre, parce que c'est quelque chose de magnifique. Qu'il soit encore là malgré l'espèce de monde multimédiatique dans lequel on est. Et les recherches que je peux faire vont dans ce sens-là, c'est-à-dire se demander qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour qu'il puisse
continuer et pas seulement résister à tout ce qui l'entoure. Ne plus pouvoir jouer, ne plus pouvoir peindre, sculpter, danser, ne plus pouvoir faire des films. Voilà la véritable souffrance. Mais qui peut comprendre cela dans le chaos de ces images désarticulées qui bouleversent l'harmonie du monde? Tarkovsky disait « L'art affirme ce que l'homme a de meilleur, l'espérance, la foi, l'amour, la beauté, la prière, ce dont il rêve et ce à quoi il aspire. L'artiste exprime l'instinct universel de l'humanité. Notre souffrance morale vient de l'insatisfaction du conflit entre l'idéal auquel nous aspirons et le niveau où nous nous trouvons. Le niveau où nous nous trouvons, c'est bien là le problème. Il y aura toujours des artistes qui seront là pour faire Mickey à Disneyland ou Guignol à la Star Academy, mais lesquels seront là pour continuer à inventer, imaginer le monde. Moi aussi, je voulais changer le monde. C'était la moindre des choses. Je voulais opposer à la face chaotique de la télévision une autre pensée, une autre manière de voir, proposer la réflexion de mes images, des illusions, des enchantements. Je voulais faire des films pour lutter contre cette manière unique de voir les choses, qui nivelle par le bas et qui met la démocratie en danger, au nom de l'audimat, au nom du plus grand nombre. Mais ce plus grand nombre, c'est nous tous. Nous ne sommes pas seulement des victimes de ces systèmes. Nous pouvons tous choisir le chemin que nous voulons suivre, celui de la soumission ou celui de la liberté. Il ne tient qu'à nous de rêver et de construire un autre monde où la pensée ne serait enfin plus une marchandise. Atelier, intérieur jour. Artiste à l'art triste, en proie au doute. Âme sombre et vie désarçonnée. Quel avenir? Pour la première fois, je ne le vois pas. Mon avenir, je ne dis pas que je n'en ai pas, mais je ne vois pas du tout lequel. Je ne vois pas lequel. Je ne sais pas, c'est un espèce de coup de poker, le dernier coup de poker. Mais je ne pourrais pas dire quel avenir. Quel est mon avenir? Je suis incapable de le dire. Quoi. Incapable. Surtout dans ce système-là. Quoi. Incapable. J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je continuerai à peindre et à lutter jusqu'au bout, que j'ai tellement de choses encore à peindre, même si ça n'intéresse personne, ça m'intéresse moi, j'ai cette foi indestructible, mais pour l'avenir, je ne sais pas. C'est un grand point d'interrogation, effectivement, extrêmement angoissant, évidemment, ça va de soi. Nos métiers se sont dégradés parce que la société s'est dégradée. Ils ne se sont pas dégradés tout seuls. Et en même temps, parce qu'ils se sont dégradés, la société s'est dégradée. Parce que nous renvoyons quelque chose à la société. L'art, la culture et les contenus que nous véhiculons sont à la fois une image de la société et en même temps aussi des pistes pour elle. Moi, j'ai eu la chance d'avoir toujours pu porter des contenus qui me convenaient, qui sont en conformité avec mes idées. Mais au fur et à mesure que le temps avance, ces projets-là deviennent de plus en plus rares. Mais je veux quand même essayer d'être positif. Ce qui peut être constitué l'aliment de notre avenir, là, c'est la résistance. C'est-à-dire de dire, on continue de faire parce qu'il faut le faire. Se lancer dans la peinture, c'est de l'inconscience, quoi. Mais j'encourage encore aujourd'hui les jeunes qui veulent se lancer en leur disant simplement, attention, ça va être un chemin difficile, mais si vous avez vraiment quelque chose à y faire, vous irez, quoi, et vous irez au bout. Peu importe que ce soit facile ou pas, c'est pas le propos, quoi. Je crois qu'il y a des hauts et des bas, de toute façon, il y a des périodes fastes et des périodes plus ou moins de galère, voilà, quoi. Des reconnaissances, et puis après on vous oublie un petit peu, etc. Mais moi, je ne me suis jamais posé la question de continuer ou pas. J'ai continué, point, quoi. Et je pense que si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Moi, la peinture, elle a modifié le sens de ma vie, parce que moi, j'ai l'impression que je lui concède beaucoup de choses, y compris ma vie sentimentale. Si j'en souffrais, j'arrêterais.
Je crois qu'au contraire, j'estime que j'ai beaucoup de chance d'être habitée par ça, quoi. Pour rien au monde, je voudrais que ce soit autrement. La peinture, c'est vraiment ma vie. Quand on me dit « Ah, t'as une bonne mine aujourd'hui, t'es amoureuse », alors, il m'arrive d'être amoureuse, bien sûr, comme à tout le monde, mais je dis aussi, oui, je suis amoureuse de mon métier, quoi. Et quelque part, je crois qu'il y a ça très fort, quoi. Quand j'étais enfant, mon père me disait toujours « Si tu veux mieux voir, ferme les yeux ». Fermez les yeux à votre tour. Sauriez-vous imaginer un monde sans artistes ? Un monde où il y aurait une seule forme, une seule couleur et une seule manière de voir les choses. Le même rêve pour tous, la même pensée. Je ne voudrais pas qu'Anna vive dans un monde pareil. Les œuvres seraient dans des musées, cellophanées, emballées dans des vitrines. Les artistes aussi, au musée, empaillés. Ils seraient le lointain souvenir d'une civilisation, trace fossilisée d'une certaine dignité humaine. Dans ce monde uniforme, la démocratie aurait cessé d'exister. Les hommes décervelés pourraient être fiers de leur grande œuvre. Libres de toute réflexion, ils pourraient accomplir la destinée qu'ils se seraient eux-mêmes forgés. Consommer plutôt que vivre. Rêvons-nous vraiment de ce monde ?